Bienvenue à la causerie du jour. Merci donc à la promotion d'ingénieurs BTP présents donc dans nos locaux de CESI Nanterre, mais également à tous ceux qui nous regardent via le live. Donc des tuteurs, d'autres apprenants, nos autres centres CESI, évidemment, nos 25 centres CESI sur toute la France, en particulier notre campus à Orléans. Merci et bonjour à tout le monde. Vous avez la possibilité aussi, ce lien live, de le diffuser à tous vos réseaux, donc que ce soit, comme je l'ai dit, vos tuteurs, mais aussi de n'importe qui intéressé par les causeries. Les causeries qui proposent un programme annuel, donc de fin octobre à fin avril depuis 8 ans, sur des thématiques diverses, tous les mardis de 13h à 14h, et depuis donc 4 ans en live, possibilité de se connecter sans s'inscrire, juste un petit clic sur le lien que vous retrouvez pour les personnes qui ne sont pas saisies sur les réseaux. Et ceux qui sont assaisis, tous les pilotes de vos formations sont prévenus chaque semaine des thématiques, des modifications s'il y en a, et de toutes les informations générales. Si vous avez quand même des questions sur des propositions de causeurs, des propositions de thématiques ou autres, vous n'hésitez pas à envoyer votre question à causerie au pluriel, idfc, accroché, @cesi.fr. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Aujourd'hui, nous allons accueillir Laurence Kamtong sur... alors, si ça marche, hein, bien sûr, toujours les... C'est pas un diapo. On va demander l'aide informatique, le chef informatique. Bernard, au secours. La manette, elle marche pas. Donc, on va recevoir donc Laurence. Donc, je t'en prie, viens ici. Il n'y a pas de souci, on peut l'accueillir chaleureusement. Laurence Kamtong, qui depuis pour la deuxième année consécutive vient vous parler donc de thématiques liées à l'international. L'année dernière, je ne sais pas si vous aviez pu voir sa conférence sur c'était le management interculturel. Aujourd'hui, on est sur le thème de l'expatriation. L'expatriation qui est vraiment un thème à la fois lié à vos formations, puisque nombreux d'entre vous vont avoir l'opportunité de partir à l'étranger dans le cadre de VIE ou autre, mais aussi surtout en tant que salarié d'entreprise. Et cela va impliquer plein de changements professionnels, personnels. Laurence, ayant vécu en plus cette situation et spécialiste de la thématique, sera là pour répondre à toutes vos interrogations. Merci à elle. Bonne causerie à tous. Et là, ça y est, je m'entends aussi. Bonjour à tous, enchantée. Donc ça fait exactement 1 an que j'étais intervenue pour vous parler de management interculturel. Et cette fois-ci, on va faire un focus sur l'expatriation. Alors plus particulièrement l'expatriation en tant qu'expérience personnelle, professionnelle, mais c'est aussi, même si c'est un voyage extérieur, n'est-ce pas? Nous quittons notre pays pour aller vers un ailleurs, c'est aussi une expérience intérieure. Donc je vais essayer de m'intéresser à tout ça et de répondre à vos questions, parce que l'expatriation, c'est maintenant pour vous qui allez partir en stage, c'est aussi plus tard, si ça vous intéresse. Et vous verrez que l'expatriation, en fait, parfois, elle se passe sans même qu'on quitte son pays, finalement. On peut vivre des expériences très dépaysantes sans forcément changer de pays. Alors, je vais commencer en citant notre ami Bear Grylls, spécialiste de la survie en milieu hostile. Il disait qu'en fait, dès qu'on sort de sa zone de confort, en fait, on commence à grandir. C'est vrai que c'est très souvent dans des situations de défi et de crise qu'on évolue, finalement. Donc l'expatriation, c'est aussi une situation un peu de crise. Donc on va voir, vous qui êtes ingénieur, vous allez devoir gérer des crises, et l'expatriation, ça peut en faire partie, en fait. Et mon but, en fait, c'est de vous parler un peu des défis qui vous attendent, des écueils éventuels, comment on peut atténuer ces écueils, et ensuite voir ce qu'on décide après. Parce qu'en fait, une expatriation, on part au début à l'aventure, puis après, on verra après, et c'est ce qui arrive souvent. Alors déjà, il y a différents types d'expatriation. Parce que souvent, on pense que c'est le cadre qui part pour une entreprise privée à l'étranger pour 1 an à 3 ans. Bon, ça peut être aussi un étudiant qui part en stage, bien sûr, mais ça peut être aussi des personnes qui partent pour raisons personnelles. Alors comment, pourquoi ?
Alors, souvent, quand on pense expatriation, donc on pense à un déplacement professionnel de longue durée. En général, je dirais que c'est quand même à partir de 6 mois. Parce qu'en deçà de 6 mois, je dirais que c'est une micro-expatriation. On n'a peut-être pas forcément eu le temps de vraiment voir le pays et de travailler dans le pays. On est peut-être plus en phase de découverte. Ça reste intéressant néanmoins. Ensuite, on peut bien sûr partir pour faire ses études ou même chercher un emploi. Parce que maintenant, avec l'espace Schengen, on peut tout à fait partir dans un autre pays Schengen et chercher un emploi sur place. On peut aussi créer son entreprise. Régulièrement, nous avons des reportages à la télévision, n'est-ce pas, où on nous montre des Français qui ont racheté un café au Costa Rica, des Français qui sont partis en Thaïlande pour ouvrir un hôtel, etc., etc. Donc ça peut être ça aussi. Bien sûr, on peut partir aussi pour une œuvre caritative. Je pense à une Française qui est partie aux Philippines et qui a ouvert un orphelinat pour les enfants des rues qui ont été prostitués, par exemple. Bon, elle a décidé de rester dans ce pays même. Ensuite, on a des motifs donc, plus personnels. Typiquement, c'est le conjoint qui suit son conjoint, justement. Et lui, en général, met entre parenthèses sa carrière ou alors va chercher sur place un travail ou va même en profiter pour créer une entreprise. Il ne faut pas oublier que cette personne est aussi un expatrié. Ce n'est pas parce qu'elle part en suivant soi-disant l'expatrié qu'elle n'est pas expatriée, parce qu'elle va vivre aussi les mêmes problématiques. Parfois même plus fort que la personne qui va au travail tous les matins et qui, elle, sait à peu près ce qu'elle va faire, qui a un patron, qui a des objectifs. La personne qui reste à la maison avec les enfants, en général, parfois, elle ne sait pas trop où elle va aller. Alors, bien sûr, on a aussi les enfants. Il ne faut pas oublier que les enfants aussi s'expatrient. Et oui, ils suivent en général les parents. Parfois, ils n'ont pas choisi ça. Alors peut-être l'avez-vous déjà vécu vous-même. Vous avez peut-être suivi vos parents à l'étranger. Un autre aspect aussi, c'est la retraite. Voilà, c'est vrai que là, c'est un petit peu masqué. Bon, la retraite, il y a maintenant des Français qui partent pour vivre quelques années à l'étranger, de la Thaïlande au Portugal, en passant par le Maroc, qui vivent aussi une forme d'expatriation. Alors, les statuts et les modalités peuvent varier. On pense souvent à l'expatrié avec le package. Voilà, alors ça peut aller logement de fonction, voiture de fonction, chauffeur, scolarité payée par l'entreprise. Mais en fait, de plus en plus, on voit des expatriés en fait en contrat local. Alors, les conditions ne sont pas les mêmes, donc faire attention. Alors, moi, je vais vous dire, ça m'est arrivé, j'ai été en contrat local. Voilà, et puis bien sûr, l'expatriation, alors parfois avec la famille, parfois sans la famille. Alors, par exemple, j'ai un ami actuellement qui travaille au Nigeria pour un très grand groupe pétrolier. Bon, lui habite au Canada, et donc toutes les 6 semaines, il fait une rotation. Il part 6 semaines au Nigeria, à Port Harcourt, pour travailler sur un très grand chantier des plateformes pétrolifères au large des côtes du Nigeria, et toutes les 6 semaines, il rentre dans sa ville, à Calgary. Donc sa famille ne le suit pas. Et là, on lui propose pour cet été une mission à la frontière koweïtienne. Et en fait, sa femme serait basée à Dubaï, et lui irait en fait dans cette zone pétrolifère également, du lundi au vendredi. Et alors devinez pourquoi, parce que ça ne se passe pas au Koweït, ça se passe en Irak. Et on lui a d'ailleurs dit que s'il pensait que le système de sécurité au Nigeria était fort, il n'a encore rien vu pour l'Irak. Donc voilà le genre de proposition aussi que vous pouvez avoir. Donc lui est intéressé, par exemple. Moi, même si on me donnait beaucoup, peut-être que je n'irais pas. Vous voyez, donc c'est une question de choix et de priorité. On verra que parfois des expatriés choisissent d'y aller pour différentes raisons. Il y a des facteurs psychologiques, professionnels. Chacun voit ses motifs et ses motivations comme il l'entend. Voilà, donc il y a différents choix possibles. Quoi d'autre que je pourrais vous dire? Alors on a aussi l'expatriation col blanc versus expatriation col bleu. On l'oublie souvent, mais l'expatrié, ce n'est pas que le cadre occidental en costume cravate, avec un package expat. Ça peut être aussi, il y en a des millions qui vont travailler comme personnel de maison, qui vont travailler sur des chantiers. On a eu 6500 morts d'ouvriers népalais sur les chantiers du mondial au Qatar. Bon, ces personnes, effectivement, ne partent pas avec un package expat comme les autres. Elles travaillent 7 jours sur 7 quasiment, on leur a confisqué leur passeport, elles vivent dans les camps. Et même si elles se cassent la jambe, comme on l'a vu dans certains reportages, c'est eux-mêmes qui se cotisent entre eux pour payer le voyage de retour. Donc les conditions sont quand même, on peut parler d'une forme d'esclavage moderne. Donc, alors, sans aller jusque-là, il y a quand même beaucoup d'ouvriers dans certains pays qui partent donc, pour construire, pour travailler dans des maisons. Les pays les plus pourvoyeurs de main-d'œuvre sont le Népal,
le Bangladesh, les Philippines. Ce sont des personnes que vous allez aussi retrouver si vous travaillez sur des chantiers. Elles viennent de toutes sortes de pays. Et elles aussi, elles sont expatriées. Elles aussi, elles vivent le choc culturel. Elles vivent des difficultés, peut-être pas les mêmes que les nôtres, mais ils sont quand même expats. Alors souvent, on leur donne un autre statut, un autre permis de travail. On les appelle foreign workers, travailleurs étrangers. Mais ce sont quand même des expatriés. Et puis l'expatriation, donc, elle peut être plus ou moins longue. Il y a des personnes qui partent 6 mois, 1 an, d'autres qui vont partir sur des contrats de 3 ans, voire 6 ans. Et je crois qu'au-delà de 6 ans, en général, en France, on impose, dans beaucoup de groupes français, on impose ensuite la transformation du contrat d'expat en contrat local. Donc c'est là que, en général, l'expatrié commence à s'interroger et se dit que peut-être il va repartir ailleurs pour avoir un autre contrat d'expat, où il va rentrer au pays, etc. C'est là que des questions se posent. Alors là, je vous ai mis par exemple deux exemples de films qui parlent de l'expatriation. On a le Perdiendo al Norte, c'est un film espagnol que vous pouvez trouver sur Netflix, qui raconte l'histoire d'Espagnols, de jeunes Espagnols, qui décident de partir à Berlin pour s'installer parce qu'ils ne trouvent pas de travail. C'est la crise des subprimes en 2008-2010. Beaucoup d'Espagnols sont partis dans le Nord, donc en Grande-Bretagne, en Allemagne, etc. Et donc il leur arrive toutes sortes d'aventures et ils rencontrent d'autres expats ou immigrés espagnols sur place. Et donc c'est une comédie qui traite un peu de cette problématique. Donc typiquement, ils partent en pensant être col blanc et ils se retrouvent sur place col bleu, parce qu'il n'y a pas trop de boulot. Et comme ils ne parlent pas allemand, ils ont 2-3 problèmes. Ilo Ilo, par contre, c'est un film singapourien que j'aime beaucoup, qui raconte l'histoire d'une Philippine qui arrive dans une famille singapourienne. Et ça vous permet de découvrir aussi la culture singapourienne des classes moyennes, pas seulement celle des expatriés. Donc c'est un film très intéressant, vous pouvez vraiment voir comment vivent les Singapouriens dans les classes moyennes. Et la pression et la précarité aussi. Alors l'expatriation, c'est une question, on peut se demander est-ce qu'elle est subie ou est-ce qu'elle est volontaire. Comme toute expérience humaine, si elle est subie, il y a de forts risques que ça vous crée du stress. Dès qu'on n'est pas acteur de sa vie et de ses décisions, on a tout de suite l'impression d'être sous contrôle et on a envie de se rebeller ou on peut aussi déprimer. Et en général, ça ne se passe pas très bien. Il faut bien réfléchir à si je suis obligé de le faire ou je le fais parce que ça m'intéresse. Vous verrez que votre posture ne sera pas la même. Donc, alors, typiquement, il y a différents âges. Un enfant, par exemple. On peut être enfant, étudiant, jeune travailleur, jeune manager, en reconversion professionnelle. On part, par exemple, pour reprendre un commerce, pour créer une entreprise ou chercher un nouveau boulot. On peut aussi manager, dirigeant, entrepreneur et aussi retraité. Alors moi, par exemple, j'ai été expatrié enfant. Parce que quand j'avais 6 ans, j'ai suivi mon père qui travaillait chez Technip. C'était en 1980, donc vous voyez, ça ne me rajeunit pas. Et j'ai vécu 1 an en Mandchourie, en camp de basse vie. C'était le premier chantier que la Chine avait jamais, à l'époque encore très communiste, post-révolution culturelle, avait donné à la France, en remerciement à Charles de Gaulle, qui avait reconnu la Chine communiste en 1965. Donc mon père, il travaillait, parce que c'était un chantier qui avait été confié à Technip et Rhône Poulenc à l'époque. Donc mon père y est allé, il y avait une 40aine de familles dans un hôtel. Moi j'allais à une école de l'Alliance française dans un parc, dans le parc de l'hôtel. On ne pouvait pas sortir, c'est ce qu'on appelle en anglais les compounds. Et donc on pouvait sortir un petit peu, mais on était en général suivis par des gens. On le voyait parce que la foule s'approchait de nous pour nous toucher, parce qu'ils étaient tous en costume Mao. Ils étaient incrédules de voir des gens comme nous, en vêtements occidentaux, portant une montre. Moi, j'avais une montre que mes parents m'avaient achetée à Hong Kong, et tout le monde était ahuri, parce que les gens n'avaient pas de bijoux. Tout le monde était coupé à la brosse, avait une natte, pour les filles, c'était une natte. Il y avait des coiffures réglementaires. Les costumes Mao, c'était kaki ou bleu marine. Moi, ça m'avait marqué, parce que j'étais enfant, et c'était la première fois que je voyais tout ça. Les gens s'approchaient de nous pour nous toucher, et tout d'un coup, ils s'écartaient, et mon père me disait « Ah, mais c'est sûrement qu'il y a un agent de la police qui est là. » Tout le monde s'écarte. Donc il y a des souvenirs comme ça étranges. Aller à l'école aussi dans un grand parc. On vivait dans le parc, donc il y avait des potagers, il y avait une école. C'était assez spécial. Quand on est enfant, je dirais qu'on le vit assez bien finalement, parce qu'on ne se rend pas compte. Je pense que c'était plus difficile pour les conjoints adultes qui vivent en fait dans des sortes de 2 pièces, appart-hôtel qu'on s'est aménagé tout seul avec des plaques de cuisson. Et c'était quand même une aventure. Donc,
Donc c'est enrichissant. Bien sûr, c'est qu'une expérience. Aujourd'hui, les enfants d'expat vivent différemment, vont à l'école française, ça dépend des villes, ça dépend des pays. Je dirais qu'aujourd'hui, les familles en compound, il n'y en a quand même pas beaucoup. En général, comme je vous disais, on préfère mettre la famille à Dubaï, par exemple, et envoyer le conjoint de l'autre côté de la frontière, du lundi au vendredi, par exemple. Là, donc on peut être expat enfant. Je dirais qu'à partir de 10-12 ans, les enfants commencent à renacler quand il s'agit de s'expatrier, parce qu'ils doivent quitter leurs copains, copines, etc. Donc ça peut être aussi un facteur. C'est un facteur de décision pour les parents. La scolarité des enfants aussi. À partir du lycée, les parents commencent à se poser des questions sur le fait de rester dans le pays ou pas, parce qu'ils pensent que la scolarité sera meilleure pour les enfants en France, etc. Ou dans leur pays d'origine, puisque j'accompagne aussi des expatriés étrangers à Paris. Certains s'interrogent. Ils préfèrent retourner dans leur pays d'origine pour la scolarité de leurs enfants. Pour étudiants, bien sûr, en tant que stagiaire. Alors moi, j'ai fait, après mon école de commerce, j'ai passé 1 an à Taïwan, à l'université de Tonghai, où j'ai étudié le mandarin. J'y suis restée même une 2e année, donc j'habitais dans un dortoir. Alors dortoir, on était 4 dans une chambre de 10 mètres carrés. C'était très, très intéressant, parce que moi, mon idée, c'est d'être en immersion. Donc là, j'étais bien en immersion, et c'était vraiment très, très intéressant. Néanmoins, à partir de la 2e année, même moi, qui suis d'origine chinoise, j'ai commencé à avoir un petit choc culturel. J'en avais un peu assez. Alors, on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce que le choc culturel ? Voilà, donc en tant qu'étudiant, on peut aussi vivre des expériences intéressantes. Jeune travailleur, alors moi je l'ai fait aussi, donc bon, quand je suis rentrée de Taïwan, j'ai cherché un travail. Le premier qui s'est présenté, c'était pour travailler chez Mobil, à l'époque, ce n'était pas encore ExxonMobil, dans la filière packaging, et donc j'ai commencé au Luxembourg, avec des collègues de toute l'Europe, notamment belges. Mais il y avait aussi des Allemands, des Britanniques, etc., et des Français aussi. Là, donc premier poste, et puis ensuite j'ai été aussi, au bout de 1 an et demi, j'ai été nommée responsable service client et logistique Asie-Pacifique pour cette filiale, et je suis partie à Singapour où je suis restée 4 ans. Alors là, j'étais à la fois manager, c'était la première fois que je manageais, j'ai managé une équipe locale qui ne m'attendait pas spécialement, parce que vous pouvez imaginer, quand on n'a qu'1 an et demi d'expérience, dans certaines cultures, on est un peu méfiant, et en plus, bon, c'était un poste très vaste, sur un marché très vaste. Donc, je vous raconterai tout à l'heure que parfois, il y a du stress. Voilà. Alors, quand on part en expatriation, ne faites pas comme moi, parce que moi, par exemple, je n'ai pas vraiment réfléchi au moment de partir, j'ai pris le contrat qu'on me proposait. Donc là, c'est quand on commence dans sa carrière, on ne se pose pas trop de questions. Bien sûr, l'opportunité de l'expatriation va se présenter plus tard, peut-être. Vous avez commencé en France, puis peut-être dans 2-3 ans, on va vous proposer quelque chose. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est le contrat, bien sûr. Le budget, combien ça va me coûter, surtout si j'ai une famille, etc. Et les conditions. Alors, même si on est en contrat local, alors du coup, si c'est un contrat local, renseignez-vous, bien sûr. Heureusement qu'on a Internet maintenant, parce qu'à mon époque, il n'y avait pas trop Internet, Google, etc. C'était un peu difficile de savoir si mon contrat de droit singapourien était intéressant ou pas. C'était très, très difficile. De nos jours, on peut quand même vérifier des choses, heureusement. Même si vous êtes en contrat local, donc ça veut dire que vous allez avoir un CDI local, des congés payés locaux, le système de retraite local, vous pouvez demander des clauses, comme par exemple qu'on vous repaye le déménagement au retour, dans le cas d'une démission par exemple. C'est le genre de choses que je n'ai pas pensé à demander. Pour les congés payés, j'avais décidé de demander les mêmes que les locaux, parce que je trouvais que c'était injuste. Bon, il faut savoir qu'un expat, il a le droit à des congés payés français. En plus, il a le droit à des semaines en plus pour rentrer dans son pays. Il a ce qu'on appelle parfois des voyages de détente. Bon, moi, j'avais rien. Donc, je peux vous dire que j'étais assez fatiguée au bout de 4 ans, avec 3 semaines de congés payés par an, ce qui était déjà pas mal à l'époque. Vous voyez, donc je n'avais pas trop réfléchi. Donc, ne faites pas comme moi, hein, par exemple. Et je vous explique aussi ce qu'il ne faut pas faire, ce que j'ai testé avant. Voilà, et puis bon, il faut regarder les conditions, c'est souvent négociable quand même si c'est un contrat local. Et je vous conseillerais aussi éventuellement de cotiser, si vous êtes en contrat local, de cotiser par exemple à la Caisse des Français expatriés, parce que ça vous permet de garder des droits à la retraite, des choses comme ça en plus, parce qu'évidemment, si vous cotisez à Singapour, c'est pour la retraite singapourienne, et il y a des pays où il n'y en a pas en fait.
où le système est très très différent. J'en profite juste juste pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas si vous avez des questions à les noter et à envoyer vos questions à causerie@idfc.saisie.fr. Comme ça, on aura les questions ensemble à la fin. On va échanger le micro parce que je crois qu'il est un petit peu. Ah, d'accord. Merci. Alors, l'expatriation en famille. Alors, non seulement il faut penser à son contrat, mais en général, le facteur famille va jouer, notamment pour le budget. Il faut regarder aussi les clauses qui concernent la famille. Alors, par exemple, il y a beaucoup de groupes qui vont payer une formation au conjoint, qui vont payer des cours de langue, voire une formation carrément. Ça peut être négociable. J'ai vu des conjoints qui en ont profité pour partir à l'étranger, faire un MBA, peaufiner un peu faire un master. C'est possible aussi. Par contre, il faut oser le demander. Parce qu'en général, la RH ne va rien vous proposer, en fait. De même, ils ne vont pas spécialement être proactifs. Ça dépend vraiment des groupes. Donc, bien réfléchir au projet du conjoint. En général, l'expatriation, c'est pour les couples et les familles un projet à deux. Il y a même des groupes, par exemple un grand groupe d'armement. Je sais que les personnes qui se proposent à partir en expatriation, elles se proposent à deux. C'est-à-dire que le conjoint participe au projet, il se considère candidat à deux, en fait. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans les groupes américains, où certes le conjoint ne fait pas partie de la vie professionnelle officiellement, mais quelque part on sait très bien que le succès d'une expatriation, ça vient aussi du conjoint. Parce que si jamais le conjoint ne s'adapte pas, ne tient pas le coup ou craque, séparation potentiellement, crise, et là ça veut dire que le conjoint, l'expatrié, le collaborateur, il peut décider de rentrer. Donc ça coûte cher une expatriation. Donc envoyer quelqu'un à l'étranger, se former, etc., plus tous les frais, il faut payer la scolarité parfois des enfants, les transports, le déménagement, les logements. Bon, ça coûte cher un expatrié qui repart au bout de 5 mois ou 6 mois parce que ça ne va pas avec le conjoint. Donc, et en plus de ça, je dirais qu'il y a aussi des risques psychologiques. Combien d'expatriés sont parfois séparés et trouvent des exutoires ailleurs. J'en parlerai tout à l'heure. Là, donc, et puis quel projet pour les enfants? Est-ce qu'il va aller à l'école locale? Est-ce qu'il va aller en lycée français? Est-ce qu'il y en a un? Etc. Alors moi je connais des expatriés qui ont fait le choix de mettre leurs enfants à l'école américaine, ici à Paris, d'autres qui ont choisi d'avoir leurs enfants à l'école publique. Il y a des classes organisées par le ministère de l'Éducation ici à Paris qui permettent à des enfants étrangers de s'adapter petit à petit, de s'insérer à l'école publique. Voilà, donc ça ce sont des choix, il faut y penser. Donc vous voyez, il y a du travail déjà. C'est pas juste, oh, j'y vais, j'ai un poste quelque part à Dubaï, et puis, oh, on y va, c'est bon. Il faut comprendre que derrière, il y a toute une mécanique. Alors pensez aussi à l'assurance santé au voyage, alors, surtout vous qui partez comme étudiant. Vous ne partez pas très longtemps, donc en général, vous avez peut-être une assurance voyage. Je vous conseille d'y penser, surtout si vous partez aux États-Unis, au Canada, dans des pays où les frais médicaux sont très chers. Et aussi les frais juridiques. Ce n'est pas seulement que les frais médicaux, c'est aussi l'aspect juridique. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est déjà arrivé à des jeunes, et pas que des jeunes, des touristes. Voilà, une bicyclette vous frôle, vous tombez. Enfin non, vous passez en bicyclette, une personne tombe, comme par hasard, elle vous attaque en justice, et vous dit, comme par hasard, elle est mannequin, elle est ceci, elle est cela, perte de chiffre d'affaires, perte de carrière, perte de chance, et là, vous allez en prison. Donc, c'est des vraies histoires. Après, il faut vous payer une caution, payer un avocat, et aux États-Unis, c'est très cher. Donc, attention, si vous partez aux États-Unis, pensez aux assurances. Pas que pour la santé, parce que ça coûte cher, mais aussi les assurances juridiques. En général, c'est inclus dans les assurances de voyage. Souvent, pour les États-Unis, il y a des assurances spéciales, parce que ça va être plus cher que si vous allez au Vietnam, par exemple. Voilà. Et puis, réfléchir aux perspectives après. Si jamais vous partez en expatriation, vous avez déjà quelques années de carrière, peut-être là, vous commencez à réfléchir en termes de stratégie. Pourquoi je pars en expatriation? Combien de temps? Qu'est-ce que peut-être je vais faire au retour? Quelles sont mes perspectives au retour? Ça vaut le coup éventuellement d'y penser. Surtout si on a un âge, vous savez, on va passer senior après. Alors vous savez que senior sur le marché de l'emploi actuellement, c'est vers les 45-50 ans. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que je passe à un poste de direction ou pas? Ou est-ce que je devrais repartir en expatriation? Voilà, ce sont des choses auxquelles on ne pense pas toujours. Alors, donc, quand on arrive, on a 1000 choses à faire en tant qu'expatrié. Déjà, il y a l'installation, le déménagement, toute la logistique, trouver un logement. Alors, même si on vous accompagne, il y a des agences qui vont vous aider. Il faut visiter les appartements, donc il faut bien décider à un moment.
Alors des agences vous aident, vont souscrire un contrat, parfois ils louent l'appartement pour vous, donc vous n'avez même pas besoin de le faire. Mais si vous êtes en contrat local, on vous paye peut-être 1 mois d'appart-hôtel et après, voilà, vous avez 1 mois pour chercher un logement. Là, vous vous débrouillez. L'employeur ne va pas vous accompagner pour signer le bail ou pour souscrire l'eau, l'électricité. Alors, moi, par exemple, à Singapour, j'ai eu la chance, l'agence immobilière l'a géré pour moi, parce que ça fait partie de la tradition dans les agences immobilières là-bas. Mais en France, peut-être pas forcément, vous voyez. Donc ça dépend des pays. Donc ça peut être du stress. Ensuite, il y a la prise de poste en elle-même. Donc ça, c'est un stress additionnel. On arrive, on débarque. Nouvel emploi, nouveau manager, nouveaux collaborateurs, nouvelle manière de faire, mode de transport différent. Alors, par exemple, mon ami qui est au Nigeria, quand il sort du compound, c'est une Jeep à l'avant et une Jeep à l'arrière avec 6 policiers en Kalachnikov assis dans la Jeep. Donc, c'est une ambiance. Je sais qu'il y a des collègues de Mobile à l'époque qui étaient en Colombie où Mobile avait des mines. Il y a même un hélicoptère au-dessus. Voilà, parce qu'il y a des risques de kidnapping. En Nigeria, on pratique le micro-kidnapping, me dit mon ami. Alors, on vous kidnappe pour 2-3 heures, le temps de demander quelques milliers de dollars. Voilà, donc ça arrive aux locaux, à ses collègues nigérians qui ont eu quelques problèmes, mais ça peut aussi arriver aux Occidentaux de passage. Donc voilà, donc faut se préparer, ça dépend des pays, une fois de plus. Si on va au Danemark, c'est plus tranquille, c'est sûr. Bon. Alors, les écueils. Déjà, on a pas mal de stress, il y a pas mal d'aventures. Alors, une fois de plus, ça dépend des pays. Évidemment, à Singapour, comme je vous dis, c'est plus tranquille qu'en Irak, c'est clair. Bon. Mais je dirais l'écueil habituel que je vois chez les expatriés que j'accompagne, parce que je coach en fait des expatriés français qui partent ou des impatriés étrangers qui viennent ici en France, je dirais qu'ils ont en général, la première chose que j'observe, que j'ai observé chez moi aussi, c'est qu'on veut trop en faire. On se surmène. Les premiers mois sont quand même difficiles parce qu'il faut s'adapter à plein de choses. Ça peut être la langue, la manière de faire, l'environnement managérial. On débarque, on ne connaît personne, on redémarre un peu à zéro. Ça dépend si vous partez dans une filiale ou au siège. Moi, par exemple, j'ai eu des expatriés ici qui me disent qu'ils étaient des stars dans leur pays, dans la filiale de leur pays. Ils arrivent ici au siège français, ils sont entre guillemets personne. Il y en a plein d'autres comme eux. Alors, si on a un peu des esprits un peu de compétition, ça dépend des cultures d'entreprise, une fois de plus, bon, on en fait 2 fois plus. En plus, de toute façon, on a envie d'en faire plus parce qu'on a envie de prouver qu'on est légitime. On est étranger, on est un invité, on est une guest star quelque part. Donc, parfois, on veut montrer qu'on mérite d'être là, surtout si on est jeune. Donc, moi, ça m'est arrivé. J'étais manager à 26 ans, en fait. Donc, c'était quand même jeune. C'était ma première expérience, donc j'ai voulu en montrer. Et puis bon, on fait des erreurs, hein, on peut se planter. Parfois, on se plante. Donc rassurez-vous, ça nous arrive à tous. On peut parfois être impatient. On veut tout faire, tout changer tout de suite. On a vu plein de choses qui ne vont pas. Alors attention, prudence. Surtout, nous, on arrive de France, on arrive du siège français, par exemple, si on est dans un groupe français. On va dans la filiale de tel pays. Oh, ben là, ça ne marche pas, là, c'est pas comme ça. Ah non, on va tout changer. Alors, ça peut être vu comme un manque de respect par rapport aux gens qui sont déjà là, qui s'ils le font comme ça, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Donc, c'est peut-être mieux vérifier avant pourquoi ils le font comme ça, plutôt que de se dire « Oh là là, c'est nul ici, ils sont arriérés et on va tout changer ». Et puis, bien sûr, il y a les barrières petit à petit qui s'accumulent. Le climat. Déjà, rien que le climat, ça peut être stressant. Alors, partir 1 semaine en Thaïlande, c'est très sympa, voire 2, voire 3. Maintenant, quand on est toute la journée par 40 degrés, 100% d'humidité, qu'il y a des moustiques, qu'on est tout le temps poisseux, parfois on en a marre. Ça commence à peser, si vous voulez. Bon. Le climat, la langue, bien sûr, la barrière de la langue peut commencer à peser, parce qu'on a besoin de discuter, d'avoir des conversations un peu plus élaborées que... Je voudrais un cocktail, merci, j'ai réservé une chambre. Bon, là, c'est assez facile, mais quand on est en réunion et que tout le monde commence à parler en anglais ou dans la langue locale, là, ça peut devenir stressant. Voilà, les malentendus s'accumulent, puis les non-dits aussi. Et puis, il y a tous les petits problèmes administratifs qui peuvent surgir. Alors, par exemple, moi, je suis allée à Singapour, qui est quand même un pays très bien organisé en termes de fonction publique. Néanmoins, moi, je n'avais pas... j'ai mis 1 an pour avoir une carte de crédit. Parce qu'en fait, les banques se méfient énormément des expatriés qui pourraient se barrer en laissant des dettes. Et donc, pour moi, c'était très difficile. Moi, j'avais naïvement arrêté ma carte bleue en France.
Et j'ai découvert qu'en fait, à Singapour, j'allais à peine me balader avec mon petit livret d'épargne et ma cash card, éventuellement. Donc ça ne me plaisait pas trop, j'étais assez furax. Et bon, à l'époque, de toute façon, il y avait tellement de stress que de toute façon, rien pouvait m'énerver. Alors, bon, en plus de ça, il y a tout un tas de petites... Alors, ce sont des aventures, hein, il n'y a pas de problème, ce sont des challenges en fait. Au bureau, il y a aussi l'aspect politique. C'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes expatrié, vous êtes l'invité étranger qui va apporter des compétences. Mais sur place, il y a des locaux, n'est-ce pas ? Il y a des personnes locales qui, elles aussi, voudraient bien devenir manager, qui voudraient bien devenir chef d'équipe ou directeur. Elles se disent « Ah ben mince alors, il y a un Français qui arrive, ou il y a XY qui débarque. Alors moi, je vais attendre quand ma promotion ?» Alors, résultat, ça peut aussi créer des petites ambiances. Alors, beaucoup de non-dits en général. Bon, alors c'est le cas à chaque nouveau poste. On peut toujours tomber sur des gens qui sont déçus, qui peuvent vous savonner un peu la planche. Bon, alors ça peut aussi arriver également. Donc ça se surajoute en fait. Alors, outre le changement d'environnement, il y a toutes les petites choses habituelles quand on change de poste, quand on débarque. Alors, par exemple, moi, quand je suis arrivée à Singapour, j'ai découvert que mon directeur avait proposé à une de mes collaboratrices mon poste. Il lui avait fait miroiter mon poste et il l'avait recruté juste un mois avant moi. Donc c'est ça, mais là, je ne le savais pas, il ne me l'a pas dit tout de suite. Donc bon, ça peut faire partie des petites choses qui ont fait qu'au début, je la trouvais un petit peu hostile, vous voyez. Et bon, c'est des choses que j'ai découvertes après. Voilà. Donc tout ça, c'est des facteurs de tension. On perd ses repères, tout devient mouvant. Nous, ici, quand on démarre un nouveau poste, bon, on a quand même la chance de sortir. Quand on sort de l'entreprise, on prend le métro, on va à la banque, on va à la poste, le climat, on voit à peu près ce que c'est, on a quand même encore des repères. Là, même quand je sors du boulot, j'ai encore des choses différentes qui m'attendent. Alors c'est formidable, c'est l'aventure, hein, on a bien parlé d'aventure, mais ça peut peser au bout d'un moment. Et c'est là que le stress peut commencer à s'accumuler. C'est des petits riens. Parfois, c'est des grandes choses et des petits riens aussi. Et au bout d'un moment, ça peut devenir très pénible. Alors du coup, la fameuse courbe du choc culturel ou du changement en général, on la voit ici. Au début, tout va bien, on est très content. On va avoir une belle paye d'expat pour ceux qui ont un package. On part à l'aventure, c'est super. Et puis au fur et à mesure, on découvre qu'en fait, ce n'est pas ce qu'on s'imaginait. Alors plus vous avez eu d'attentes, plus vous serez déçus. Alors le secret, parce que j'en parlais avec une de mes clientes allemandes qui est à Paris en ce moment, le secret, c'est de ne pas s'attendre à trop de choses. Comme ça, on n'est pas désagréablement surpris. Et bon, on a moins de chances donc de s'énerver, de se dire que ça n'a pas marché comme prévu et de péter un câble. J'ai un de mes clients russes qui parle de charme français. Toutes les petites choses qui l'énervent en France, il appelle ça un charme français et il trouve ça drôle. Et après, ça le fait rire et bon, ça passe. L'humour, ça peut être aussi une manière de désamorcer les choses. Alors, je vous rassure, peut-être vous allez avoir cette crise si vous partez. Bon, au bout d'un moment, ça passe, parce qu'il faut savoir que c'est normal, en fait. Donc, on va vivre un choc culturel pays, un choc culturel entreprise, parce que même si on est dans le même groupe, on arrive dans une autre compagnie. Les fonctionnements ne sont pas les mêmes, les traditions ne sont pas les mêmes, les horaires parfois ne sont pas les mêmes. Par exemple, vous allez juste en Espagne. En Espagne, l'heure du déjeuner, c'est à 15h. Donc, à l'inverse, nos amis espagnols qui viennent travailler à Paris, eux, ils voudraient bien au moins déjeuner à 14h. Alors souvent, ils ne comprennent pas qu'on leur dise que ce n'est pas possible, la cantine sera fermée. Donc voilà, ça peut être des petites choses, hein, des grandes choses, donc des choses qui surprennent. Par exemple, vous allez dans une entreprise chinoise, souvent tout le monde connaît le salaire de tout le monde. Donc pour nous, c'est un grand tabou. On parle même pas de notre salaire. Alors pour les plus jeunes, si. Je pense que les salaires de départ, vous les partagez. Vous verrez plus tard que ce n'est pas dans la tradition en France de parler de son salaire, même à ses amis. Parce que ça reste quand même un peu tabou. Vous verrez qu'il y a des cultures où c'est normal. Vos collaborateurs sauront votre salaire. Votre package d'expat, ils le connaissent. Voyez, donc, et ça ne pose pas de problème. Au contraire, ils pensent que connaître le salaire de chacun, c'est une meilleure protection, c'est une meilleure manière de négocier le sien. Plutôt que de rester tout seul avec son salaire secret, personne ne sait qui gagne quoi, etc. Et donc les chocs culturels entreprises, c'est vaste. C'est toutes les choses liées à la culture de l'entreprise. Et puis il y a même le choc au niveau de son équipe, de son chef.
Le manager impulse la culture de son équipe, de sa division. D'ailleurs, j'en parlais l'année dernière. Vous avez, vous, en tant que futur manager, une responsabilité dans la manière dont vous allez encadrer, et ce n'est pas seulement encadrer les opérations, les plannings, les charges de travail, comme disent certains, c'est aussi impulser une culture. On dit que le paquet de croissants le lundi matin, c'est un très bon outil de management. Créer de la convivialité, créer du dialogue, créer une bonne ambiance, ça fait partie aussi du travail du manager, d'animer son équipe. Eh bien, vous pouvez arriver dans des équipes où il n'y a pas une très bonne ambiance, où ça ne passe pas comme vous pensiez. Ça peut être très rigide, ou au contraire très flou. On va voir tout à l'heure différentes caractéristiques culturelles. Alors, les conséquences, c'est le choc culturel, donc toutes sortes de symptômes. Donc, du stress, c'est tous les symptômes du stress, en fait. Perte de sommeil, perte d'appétit, irritabilité. À un moment, on n'en peut plus. Comme on ne dit rien au début, on encaisse, après on explose. Bon, on explose. Alors parfois, on n'explose pas sur les collègues, on explose à la maison. Donc, c'est pas génial non plus. Ou on explose contre soi-même. Alors ça peut être des crises d'angoisse aussi, de panique, repli sur soi, dépression. On n'est pas rare de voir certains étudiants étrangers qui viennent en France, par exemple, qui restent enfermés dans leur chambre, qui parfois peuvent même pas venir en cours. Donc, ça peut arriver. Et puis parfois, il y a ce qu'on appelle les conduites à risque. C'est-à-dire pour compenser toutes ces frustrations, toutes ces choses qu'on ne peut pas dire, tous ces vides, on va commencer à compenser. Alors c'est réellement, sur des personnes qui partent souvent dans des conditions assez difficiles, on peut constater des comportements d'addiction. Donc il n'y a pas de honte, ça peut arriver qu'on compense par autre chose. Donc il ne faut pas hésiter. Alors il faut savoir que l'expatriation, c'est un amplificateur d'expérience. Donc si déjà il y a des failles en vous, ou il y a des traumas, il y a des choses un petit peu pénibles, ça tombe bien et ce serait bien de les gérer plutôt proactivement, plutôt que d'aller dériver ou déraper. Une fois de plus, je ne stigmatise personne parce qu'on est tous un peu addicts à quelque chose en général. Bon, alors, la question, c'est le curseur. Jusqu'où on peut contrôler. Donc tout ça, c'est typique. Alors la chose que je peux vous dire, c'est que c'est normal. C'est totalement normal. Ça va arriver. Pour certains, c'est à l'aéroport. Pour d'autres, c'est le premier jour, la première semaine. Pour d'autres, c'est au bout de 6 mois. Il y a quelque chose qui nous énerve, on a une crise. Ça se calme. Après, ça revient. Il y a un autre problème. Donc, ce n'est pas par vague. Mais bon, au final, on finit par s'habituer. Alors, comment on fait en général? Alors, premièrement, je dirais déjà s'intéresser au pays d'accueil. Créer un lien avec les gens. Parce qu'en général, quand on reste tout seul, drapé dans son statut d'expat, on a plutôt du mal à communiquer. En général, les gens ne sont plus très... le dialogue et l'ambiance peuvent devenir très vite sombres. Moi, je vous recommande vraiment d'étudier l'histoire des pays où vous allez. Par exemple, Hervé de Charette, qui était un ancien ministre des Affaires étrangères sous Jacques Chirac, donc ça date, racontait lors d'un colloque auquel j'ai assisté il y a 2 ans, c'était avant la pandémie, qu'en fait, à chaque fois qu'il allait rencontrer des diplomates d'autres pays, très souvent, ça commençait par une discussion sur ce que la France avait fait à leur pays. Elle racontait qu'un jour, il est allé en Hongrie, il y avait 4 heures d'entretien. Sur les 4 heures d'entretien, il y a eu 45 minutes sur ce que la France avait fait à la Hongrie en 1917. Donc, alors moi, je ne sais pas ce qui s'est passé en 1917, nous irons voir dans Wikipédia. Ça montre que l'histoire qu'a étudiée le pays où vous allez n'est pas la même que celle que nous avons étudiée. L'histoire, c'est une sélection. Dans les programmes scolaires, on n'a pas tout de tout. Donc je vous invite à les regarder parce que vous allez rencontrer des gens qui n'ont pas la même image de la France que nous. Donc, sans porter de jugement, je pense que c'est intéressant de regarder le point de vue de l'autre. Ça peut expliquer des choses. Moi, par exemple, je suis allée à Taïwan. Des camarades m'ont dit « Ah, mais vous avez des œuvres d'art qui nous appartiennent. Vous nous avez pris des trucs. » Alors bon, moi j'ai rien pris, mais eux, voilà ce qu'ils ont appris. Donc il faut se renseigner. La Chine a été colonisée par la France à une époque. C'est une raison pour laquelle aujourd'hui elle dit « Ah, mais ne venez pas nous expliquer les droits de l'homme parce que vous, quand vous avez détruit le palais d'été en 1859 et que vous avez ceci et cela et que vous nous avez colonisés, bon, il y a encore des traces. La concession française à Shanghai, par exemple, c'est une trace de ça.
Donc c'est bien de se renseigner, même si on est responsable de rien, hein, mais il faut savoir ce que les autres pensent de nous et comment eux, ils ont été éduqués. Et voilà, je pense que la réalité, elle est probablement partout. C'est juste des facettes que peut-être nous n'avons pas beaucoup étudiées. Bien sûr, il faut se renseigner un minimum sur la politesse, les tabous, les superstitions. Apprendre quelques mots de la langue, c'est toujours utile. Je crois qu'il n'y a rien de pire que l'expat qui, au bout d'1 an, ne sait toujours pas dire bonjour, au revoir ou merci. C'est comme un peu gênant, je pense. Enfin, un peu la démarche. Je pense qu'on n'aimerait pas non plus qu'un expatrié vienne ici à Paris et au bout d'1 an ne sache toujours pas dire bonjour ou merci. Donc si ça ne nous plaît pas, je pense que ça ne plairait pas non plus au pays, je sais pas, un Danois etc. Bon. Alors moi je dirais la chose aussi importante, c'est écouter avant de juger et surtout demander. Alors on va voir tout à l'heure que nous les Français, on a quand même un travers qui est de donner notre avis tout le temps. Alors c'est un travers, c'est aussi une qualité, mais pour certains, ça peut être un travers. On va voir pourquoi. Alors je dirais aussi que c'est important d'être patient avec soi. Comme je disais tout à l'heure, on a tendance à en faire trop, on se met la pression. Moi, je vois des gens qui sont au bord du burn-out, mais en fait, par eux-mêmes. Je parle d'expatriés. Ils pensent qu'ils doivent faire quelque chose pour être légitimes, pour prouver qu'ils ont une légitimité, qu'ils apportent quelque chose de plus que les personnes locales. Alors, et puis même, on peut se mettre la pression parce que c'est un tremplin pour sa carrière, on est davantage payé, donc il faut prouver des choses. Moi, je dirais la première chose, si vous rencontrez ce choc, ce stress, dites-vous que c'est normal, tout le monde passe par là en fait. Ça fait partie des choses que vous pourrez raconter plus tard en entretien de recrutement. C'est comme un fait d'armes. C'est une sorte de rite de passage en fait. Voilà. Et puis je dirais qu'une chose importante aussi, c'est de comprendre que tout ne part pas de soi, ou de son pays. Accepter que le pays ne va pas s'adapter à nous de toute manière. Donc une fois qu'on a compris ça, on arrête de se battre, d'essayer de contrôler des choses qu'on ne peut pas contrôler, parce que de toute façon, le pays va continuer sans nous. On peut rentrer chez nous si on veut, mais c'est tout en fait. Voilà. Et là, on va regarder quelques dimensions interculturelles pour essayer de comprendre davantage comment certaines cultures se comportent. Alors en fait, il y a deux parties de la culture, une partie visible, une partie invisible. Et bon, tout ce qui nous intéresse souvent, c'est la partie invisible. C'est tous ces codes qu'on ne comprend pas. La culture, c'est une sorte de logiciel. Alors souvent, c'est la partie cachée du logiciel qui nous échappe. Donc plus on comprend, donc d'où l'histoire, d'où connaître l'histoire du pays d'accueil, quelle vision il a de la France, ça fait partie de la culture invisible. Plus on comprend ce qui se passe en sous-marin, plus on peut éviter les malentendus. Parce que très souvent, nous allons juger l'autre selon notre logiciel à nous, et l'autre, il nous juge avec le sien. Alors si on ne comprend pas le logiciel de l'autre et qu'on ne peut pas expliquer le sien, là, les malentendus peuvent continuer très longtemps. Alors on le voit même en géopolitique. L'interculturel, c'est aussi appliqué à la géopolitique aujourd'hui, heureusement. Vous voyez, donc moi, je peux considérer que ça, c'est vulgaire. Dans d'autres pays, c'est peut-être très bien. Et vice-versa. Dans certains pays, faire tel geste est poli. Dans d'autres pays, extrêmement agressif, etc. Alors donc voilà, donc je vous parlais de ce logiciel. Si on ne comprend pas comment fonctionne le logiciel, on ne risque pas de réussir. Alors il y a deux grandes familles de cultures. Alors je ne veux pas vous transformer en spécialiste en 10 minutes, mais je dirais qu'il y a quand même des cultures qui sont très explicites et très orientées faits, statistiques et performances, et des cultures qui sont plus orientées relationnelles, avec en général une tendance à être indirecte. On n'aime pas dire non directement, critiquer directement, on n'aime pas perdre la face, on n'aime pas être pris à partie en public, c'est extrêmement humiliant, on parle donc de perte de face, mais vous allez voir que c'est la majorité des cultures du monde. En rouge, on a les cultures orientées relations, donc ce sont des cultures avec lesquelles, pour faire du business, pour créer le lien professionnel, il faut aussi créer un lien interpersonnel, informel. Boire un café, aller déjeuner, c'est important. C'est important au niveau même managérial, au niveau professionnel. Par exemple, un client asiatique ne va pas acheter votre marchandise, même si elle a le meilleur prix, la meilleure fiche technique et les meilleures performances, et les meilleurs ingénieurs. Elle a besoin de savoir qui sont ces personnes. Parce que le jour où il y a un problème, elle veut savoir si elle peut compter ou pas sur cette personne. Donc, alors la France, elle est un peu entre les deux.
mais je dirais que la France a comme... Alors, vous voyez, tous ces pays en rouge et en orange sont des pays où les modalités peuvent différer. Il y a des différences. C'est pour ça qu'il y a des formations pour vraiment voir les détails. Mais globalement, retenez que les pays, je dirais en rouge, sont quand même des pays pour lesquels le relationnel, la famille, le respect des anciens est très important. Nous, en France, on est un peu moins dans cette mouvance. Donc pour nous, ça peut être... En plus, on sépare la vie professionnelle et personnelle. Donc pour nous, ça peut être compliqué de se dire oh samedi matin, je vais aller je sais pas, moi, faire un séminaire avec mon équipe. Par exemple, moi, j'étais à Singapour, j'ai fait des séminaires le week-end. Je pense qu'en France, ce serait impensable. Les gens vont vous dire ah non, mais attendez, moi le week-end, je ne travaille pas, c'est ma vie privée, laissez-moi tranquille. Là, il y a des cultures où ce n'est pas forcément le cas, parce qu'on considère que l'entreprise, c'est aussi une famille. Une fois par an, on peut faire un effort, par exemple. Alors, les pays très explicites, vous voyez, c'est les pays anglo-saxons d'Europe du Nord. Ce sont des pays... Alors, certains de vos camarades, par exemple, étaient allés en Amérique du Nord et me racontaient que tous les matins, il y avait un brief sécurité. On répétait, c'était très explicite. Ce sont des pays où on pratique les comptes rendus, l'ordre du jour, on répète les consignes. Ce sont des méthodes managériales que vous utilisez aussi, je pense, en ingénierie. Quand à la fin d'une réunion, vous avez le plan d'action, on sait ce qu'on va faire pour quelle date. Bon, les réunions à la française, hors ingénierie et technique, ce n'est pas du tout ça. Vous allez voir, si vous faites des réunions avec des commerciaux, des administratifs, bon, à la fin de la réunion, il n'y a pas forcément de récapitulatif, pas forcément d'action items, pas forcément de plan d'action. Tout le monde, implicitement, se dit, bon, c'est peut-être pour dans 15 jours, ou quand je pourrais, on va voir. L'important, c'est d'échanger nos idées. Les réunions en France, c'est beaucoup pour le débat d'idées. On n'a encore rien décidé, mais ce n'est pas grave. En Allemagne, ça peut être l'inverse. On ne sort pas de la réunion tant qu'on n'a pas décidé ceci, ceci et cela, et on mangera des sandwichs si nécessaire. Donc c'est totalement différent. Donc vous verrez, selon les cultures que vous choisissez, vous verrez et vous allez pouvoir découvrir des choses très différentes. Même en Espagne, vous voyez, l'Espagne est en orange ici. Bon, en Espagne, on est quand même un petit peu plus sur le relationnel qu'en France. Donc il y a quand même des variations, bien sûr. Là ici, c'est à la louche que ça a été fait. Alors là, on a par exemple des schémas. Là, c'est par exemple le modèle d'Erin Meyer, qui est formatrice à l'INSEAD. On voit ici qu'il y a vous voyez, ces pays orientés en rouge, qu'on a vu tout à l'heure sur la carte, ils n'aiment pas trop la confrontation directe. Nous, les Français, donc là c'est des moyennes, hein, évidemment, c'est pas, chaque personne est différente. Bon, la France a quand même tendance à être confrontationnelle. On est quand même un pays où on aime donner son avis. On pense que c'est un droit constitutionnel. C'est « je suis Charlie ». On pense que le blasphème, c'est une forme de laïcité. Hein. On pense que la laïcité, ça va jusqu'au blasphème. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Il y a des pays, à Singapour, par exemple, on est laïque, mais on n'a pas la même approche de la laïcité. Le blasphème n'est pas forcément accepté. Vous voyez, donc, il faut voir que nous, on dit laïcité, c'est la laïcité à la française. Elle peut exister dans différents pays sous différentes modalités. Donc, retenez simplement qu'ici, qu'il y a des pays qui sont quand même beaucoup plus indirects que nous, et que nous risquons donc de les choquer par notre attitude un petit peu en débat, tout le temps en train d'argumenter. Voilà, donc, les cultures plus implicites et plus explicites, là je vais passer. Donc moi je vous conseille, en tant que Français, nous avons tendance à être confrontationnels, donner notre avis, débattre, on adore ça. Moi par exemple j'ai des amis, même espagnols, hein, on a des personnes qui sont proches de la France, hein, qui me disent « Oh là là, Laurence, tu es tout le temps en train de parler de politique, tout le temps en train de donner ton avis, c'est fatigant. » Bon, pourtant, j'ai l'impression, moi, au contraire, j'aimerais bien avoir un débat avec eux. Et eux, ça ne les intéresse pas, parfois ça les fatigue. Donc l'arrogance à la française, ça peut être ça aussi. C'est notre côté, on donne notre avis. En plus, on aime bien faire des blagues où on vanne, on chambre. « Dis donc, tu t'es coiffé avec un pétard ce matin eh. ?» Non, ça peut être... Nous, on trouve que c'est rigolo, c'est sympa, ça met l'ambiance. Il y a des cultures où on va vraiment prendre ça au sérieux. On va se dire, oh là là, mais pourquoi il fait ça? Il est malveillant, il veut me ridiculiser, il veut me mettre la honte. Alors attention, prudence sur ce genre de blagues. Faites-les sur vous-même. Faites-les sur vous-même, faites-les sur la France. Là, ça passe. J'ai remarqué, tout de suite, ça marche. Mais quand on se moque du voisin, ça peut vraiment... certaines personnes, même par exemple du Brésil, j'ai des témoignages, qui me disent que c'est vraiment hyper négatif.
Ils me disent, c'est impensable, ça n'existe pas chez nous. D'ailleurs, ils ne savent même pas quoi répondre, dans certains cas. Ils se demandent, mais qu'est-ce que c'est? C'est une insulte? C'est une injure? Il faut imaginer que ces personnes n'ont jamais vécu avec ce genre d'humour. Donc nous, de manière maladroite, on croit qu'on met de l'ambiance, et au final, on ne met pas du tout l'ambiance, et on passe rapidement pour le Frenchie un petit peu lourd, arrogant, qui se la pète, alors qu'en fait, nous, peut-être qu'on voulait juste mettre un peu d'ambiance et rigoler. Donc là, en plus de ça, si vous le faites en anglais, en espagnol, dans une langue que vous ne connaissez pas très bien, il y a un double risque. Parce que déjà, l'autre personne ne parle peut-être pas très bien anglais, mais déjà, vous non plus, alors peut-être que, boum, ça fait double, triple peine. Et bon, ça pourrit l'ambiance, parce que la personne, par exemple, si elle est très indirecte, elle ne va pas vous le dire, elle ne va rien dire, puis après, elle va aller voir les copines ou les copains et dire, oui, dis donc, ouais, lui, Marco, il est pénible. Bon, elle ne va pas déjeuner avec lui parce qu'il est vraiment lourd. Et là, elle ne va pas vous dire, toi, tu es insupportable. Elle ne vous dira même pas, en plus. C'est ça qui est assez difficile. Les cultures implicites, indirectes, peuvent être difficiles à décoder. Si vous voyez que la personne ne rit pas, ou sourit, mais ne bouge pas, c'est qu'elle n'a pas compris, elle ne veut pas vous agresser, mais elle se sent déjà pas très bien. Donc arrêtez, dites désolé, vous sentez tout de suite que ça ne passe pas. Voilà. Ça peut être une manière de vous montrer si vous voulez voir si oui ou non la personne n'est pas réceptive. Voilà. Et puis bon, bien sûr, être ouvert à d'autres points de vue, rester neutre. Bon, on a dit qu'on n'avait pas changé le pays. Donc soyez en mode journaliste. Regardez, il y a des personnes qui pensent différemment et posez des questions. C'est quoi la laïcité pour toi? Ah d'accord, pourquoi est-ce que vous faites ça? Ah parce que chez nous on ne le fait pas. Mais alors, il ne faut pas le dire de manière « Oh, mais chez nous on ne le fait pas, ça c'est pas possible ». Donc il faut juste poser la question et écouter simplement. Ah d'accord, bon, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais au moins vous entendez. C'est comme ça que l'expérience devient enrichissante. Et puis surtout, gardez-vous de généraliser. Je crois que le mode de communication qui tue le plus, c'est la généralisation. Alors malheureusement, à la télévision, on n'entend que ça. Les blablabla sont toujours comme ça. Après, on met tous les noms qu'on veut. Les diabétiques, les obèses, les homos, je donnerai pas, bon, bref, etc. Bon, ce genre de choses, c'est impossible. Il y a toujours des exceptions. Donc dès qu'on généralise, on est déjà dans une phase de pas interculturelle du tout. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif d'ailleurs. Alors, le changement culturel, il est aussi au niveau personnel, professionnel, géographique. Donc même si vous êtes en France, vous changez de région. Il y a des films comme Bienvenue chez les Ch'tis qui en parlent. On peut aussi changer de culture, on explore une autre culture. On passe de la banque à une start-up en électronique. Bon, ça peut être aussi un changement de culture. Donc même si vous avez des expériences qui ne sont pas forcément à l'étranger, vous pouvez quand même être en mode d'expatriation quelque part, parce que vous êtes en changement culturel. Voilà, alors bon, l'expatriation, c'est un accélérateur. Vous acquérez des compétences techniques, mais humaines également. Ça, c'est ce qui intéresse le plus les recruteurs, parce qu'ils cherchent des personnes capables de s'adapter, sortir de leur zone de confort, apprendre. Surtout vous qui êtes jeunes, on n'attend pas de vous tout savoir. Certes, vous avez un beau diplôme du CESI, voire d'autres diplômes, mais ce qu'ils veulent, c'est voir votre potentiel. Donc ne vous mettez pas la pression là-dessus. Mais l'important, c'est que vous puissiez bien parler de cette expérience de changement, tout ce que vous avez pu faire au cours de votre expatriation, ça les intéresse. Même le choc culturel, comment vous avez surmonté le choc culturel, les intéresse. Alors souvent, la question se pose de savoir si on va rester, et là, on peut même immigrer. Alors très souvent, les expats qui immigrent ne se rendent pas compte que leurs enfants aussi. Ou parfois, l'expat est là depuis 5 ans, et ses enfants qui vont à l'école, qui sont nés dans le pays, sont en fait des enfants du pays. Alors, c'est des choses dont ils ne se rendent pas compte, puis ils se rendent compte un beau jour que leur enfant, par exemple, est italien, et qu'eux sont français. Donc ça peut les surprendre, ils ne s'y attendaient pas. Donc ça peut arriver à des Français installés en Amérique, en Australie, etc. On pense à David Charvet, par exemple. David Charvet est né de parents français, mais il a grandi aux États-Unis. Il est plutôt américain, quelque part. Voilà. Donc, revenir, donc,
Attention au retour, on peut vivre le choc culturel inversé, parce qu'après 5 ans à l'étranger, on revient en France, on s'aperçoit que rien n'a changé, que tout est toujours aussi insupportable, et je vois des expatriés qui vivent très mal. Et en plus de ça, il y a le problème de coût de la vie. On vivait dans un pays, on était comme un pacha, tout d'un coup on revient, et là il faut payer le prix normal. Là, ça peut être difficile. En plus, on vous dit « Ah, mais vous êtes expatrié, vous ne connaissez plus le marché français. » Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis revenue. Il y avait toutes sortes de préjugés aussi qui peuvent arriver par rapport à ça. Et puis aussi, je dirais, on se retrouve face aux difficultés qu'on avait avant. Si vous aviez de mauvaises relations avec vos parents ou vos frères et sœurs avant, elles ne vont pas s'améliorer quand vous allez revenir. Donc si vous avez voulu échapper un peu à ça en partant en expat, quand vous revenez, les relations, elles ne sont peut-être pas meilleures. Donc les problèmes à gérer, ils seront à gérer. Alors souvent, les expats ont la tentation de repartir à nouveau. Alors souvent, ils disent que c'est par passion. Moi, parfois, j'ai l'impression que c'est un peu par fuite. Donc ça dépend, c'est à chacun de voir. Voilà, là, j'ai mis un exemple, Yannick Noah, qui est revenu au Cameroun. Il est revenu, il avait quitté le Cameroun à l'âge de 13 ans pour étudier en sport-études en France. Puis il a bourlingué, il habitait à Londres, à New York, en Californie, je crois. Bon, maintenant, il est au Cameroun. Et puis Zidane, bien sûr, qui est parti en Espagne. Et il est quasiment espagnol pour les Espagnols et français pour les Français. Alors, ses enfants, ils ont grandi en Espagne, ils sont quelque part franco-espagnols. Et bien sûr, les origines de Zidane, bien sûr. Vous voyez, donc on est un mélange de cultures, tout le temps dynamique, en évolution. Vous allez vous imprégner de toutes les cultures que vous allez visiter, et c'est tant mieux, c'est un enrichissement. Voilà, alors moi, en fait, voilà, dont je viens de vous parler, c'est ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire coacher, accompagner des personnes en transition de carrière, des expatriés étrangers ici en France ou des expatriés français à l'étranger. Et voilà, donc je les accompagne sur différentes thématiques. Comment mieux manager, comment mieux vivre une prise de poste, créer une entreprise, et voilà, et je les accompagne même sur des problématiques plus personnelles. Voilà, donc je vous laisse quelques références. Donc vous avez ici des livres interculturels qui sont intéressants, notamment le livre d'Erin Meyer, qui est qui prend très bien en compte l'imprégnation culturelle au fur et à mesure des expériences internationales. Je vous conseille, si vous voulez peaufiner votre anglais, votre italien, votre espagnol, d'aller sur Conversation Exchange, qui est un site gratuit qui vous permet de trouver des partenaires d'échange linguistique. Voilà, vous allez partir, par exemple, au Danemark. Vous voulez faire un échange linguistique avec une personne qui habite déjà là-bas. Ça peut être un moyen aussi d'avoir un réseau sur place. Si vous cherchez des pays spécifiques, vous avez des bases de données avec des fiches pays sur le site du Canada. Vous voyez, Canada. Le Canada, c'est une culture très explicite, donc ils ont fait des fiches pour décrire les cultures. Et c'est très intéressant, et c'est fait avec des témoignages d'expatriés canadiens sur place. Vous avez le regard des Canadiens, c'est en français et c'est en anglais. Alors. Il nous reste quelques minutes, on va voir si on peut prendre 2-3 questions. Est-ce que vous avez des questions? Levez la main. Des expériences bientôt peut-être ou en cours d'organisation? Je vous apporte le micro. Merci pour votre présentation. Et j'avais une question, c'était par exemple par rapport à votre expérience. Oui. Est-ce que vous avez par exemple, c'est quoi pour vous le plus simple pour partir en expat? Est-ce que c'est avec une entreprise française ou est-ce que c'est par des sites internet qu'on pourrait voir par exemple sur le pays qu'on veut ou plus sur des sites internet français? Moi, je pense qu'il faut tout tenter, tout est intéressante. Si vous avez l'opportunité d'avoir par votre réseau, par des annonces de l'école, des stages, vous voulez partir en stage, c'est ça? Ou trouver un travail? Pour trouver un travail expatrié. Alors, moi, je dirais Cadre Emploi, c'est un site où il y a plein de choses. Moi, je dirais que Cadre Emploi, c'est un bon site pour chercher du boulot, en général. Mais moi, je dirais qu'il faut faire feu de tout bois. Regardez les annonces. Souvent, les écoles vous aident parce c'est du réseau, en général. Moi, je dirais que, vous savez, plus de la moitié des jobs sont pourvus par le réseau. Alors, pour ajouter, moi, je pourrais même, par rapport à mon expérience de suivi des anciens, c'est un gros potentiel, les anciens. LinkedIn, aujourd'hui, ça vous donne un outil formidable pour les contacter. Voilà, vous faites par recherche par mots-clés ou quoi, vous trouvez des anciens dans tous les pays du monde. Donc, c'est vraiment une opportunité pour vous. Moi, je sais que voilà, si vous êtes
vous êtes sur le BTP. Je sais qu'il y a des anciens du BTP qui sont au Canada, qui se proposent même d'être des référents pour les potentiels émigrés au Canada. Donc ça peut être un biais, je pense. Et dans votre approche réseau, quand vous allez écrire à la personne pour justement un ancien, je ne vous conseille pas d'écrire directement en disant « Bonjour, je cherche un travail ». C'est un peu comme si je disais « Bonjour, je voudrais me marier avec vous ». C'est un petit peu trop, en fait. Donc, en technique de réseau, en général, demandez plutôt quelque chose comme « Je vois que vous êtes basé dans tel pays, je vois que vous avez été dans tel pays, moi, j'aimerais bien y aller aussi. Est-ce que je pourrais discuter avec vous pendant un quart d'heure ou 20 minutes ?» En général, ça peut aller jusqu'à 30. Et c'est comme les agences immobilières. On dit que c'est à 5 minutes, en fait, c'est à 10. Donc, demandez-lui simplement de vous partager avec vous son expérience. Quels conseils il pourrait vous donner, parce que ça vous intéresserait de travailler, par exemple, en Australie. Vous avez vu qu'il a été en Australie, qu'il est déjà en Australie. Ne demandez pas tout de suite un contrat de travail. Vous allez déjà lui parler, et à ce moment-là, s'il voit que ça marche, ça clique, il va dire « Ah, ben, passe-moi ton CV, je vais le passer, ou tu peux contacter un tel. » Le réseau, c'est ça, en fait. C'est approcher petit à petit des gens, mais n'y allez pas franco, parce que parfois, je reçois des messages, on me dit « Bonjour, je cherche un travail. » Bon, désolé, parfois, je n'en ai pas, mais peut-être que j'ai des contacts. Donc, il vaut mieux approcher, c'est ce que font les chasseurs de tête aussi, hein. Ils approchent progressivement, mais ils ne disent pas directement « je veux un job ». Okay. Donc faites ça et vous allez voir. Vous allez, pour des expériences aussi, vous avez la VIE, donc Volontariat International, Business France, c'est une plateforme qui peut vous intéresser à ce niveau-là, qui propose pas mal d'opportunités pour aller à l'étranger. On va devoir conclure, le temps passe vite, donc merci. On peut remercier Laurence Camton pour son intervention. Même si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à envoyer à causerie.idfc@saisie.fr et je transférerai à Laurence. Vous pouvez voir des causeries en replay sur les playlists, les causeries Saisie sur la chaîne YouTube Saisie. N'hésitez pas à les revoir parce que vous n'êtes pas forcément toujours dispo pour voir des sujets qui vous intéressent. Vous pouvez voir le programme ici. La semaine prochaine, je crois que c'est la même promo qui sera avec nous. On va parler d'entrepreneuriat, des sujets qui vous intéressent, innover dans un secteur traditionnel avec le SJDB et un professionnel qui viendra vous parler de ce sujet. Merci à tous, merci à ceux qui nous regardent. N'hésitez pas pour la moindre question, je suis là. Et à la prochaine causerie mardi prochain. Merci encore Laurence. Bon après-midi, prenez soin de vous.